dans cet épisode de l'After Afrique. On va se poser ces questions. Aujourd'hui, qui est le favori de ce groupe D? Qui est l'outsider? Qui est le meilleur coach ou celui que vous voulez mettre en avant dans ce groupe? Le joueur à suivre, la révélation joueur attendu. Tout ceci, évidemment, est subjectif. Je rappelle que les premiers et deuxièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes à l'issue de la phase de groupe. Seules 8 sélections, ça veut dire, seront éliminées à l'issue de la phase de groupe, comme lors de la dernière CAN, bien sûr. Alors, avant de répondre à ces questions, Hamza, comment on évalue ce groupe? On a le vainqueur 2021, le Sénégal, demi-finaliste de la dernière CAN, la RDC, le Bénin, aucun trophée majeur, et un quart de finaliste 2019, le Botswana, seulement sa deuxième CAN. Comment tu le qualifierais en quelques mots? C'est un groupe que je qualifierais quand même de déséquilibré entre Sénégal, RDC d'un côté. Le Bénin, ça reste inconnu parce qu'ils ont quand même fait un excellent parcours lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et puis le Botswana qui est des 24 pays qualifiés la moins bien classée au classement FIFA. Même si on prend les 54 pays de la Confédération africaine de football sur le classement FIFA, le Botswana n'est que 40e. Ils ont dû cravacher pour aller chercher cette qualification avec un match nul en Égypte lors de la dernière journée face à une Égypte déjà qualifiée. C'est ce qui a éliminé la Mauritanie. Ils ont battu aussi le Cap-Vert lors de ces éliminatoires aller-retour. C'est ce qui leur ont permis aujourd'hui, alors que le Cap-Vert est un pays mondialiste, on le rappelle. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui au Botswana d'être là. Mais voilà, ça reste quand même, je pense, la sélection la plus faible ou l'une des plus faibles. Avec un mois de novembre, par exemple, on n'a pas vu de match de préparation de cette équipe du Botswana. Tu es d'accord, Ousmane? C'est un des groupes les plus déséquilibrés de cette CAN? Je pense pas. Déjà, il y a les 3 premiers, pour moi, le Sénégal, la RDC et le Bénin. Vraiment, ça peut être une surprise de ce groupe-là, l'équipe béninoise. Mais comme l'a dit Hamza, le Botswana est un petit peu derrière. Hier, je scrutais un petit peu la liste des 34 présélectionnés. Il n'y a aucun joueur qu'on connaît véritablement et beaucoup de joueurs locaux. Donc, il y a une certaine disparité entre le Botswana, mais attention, c'est une équipe très sérieuse comme la plupart des équipes anglo-saxons qui peuvent te tendre un piège durant un match. Et comme l'a dit encore une fois Aliou Cissé hier, la CAN est vraiment imprévisible. Donc sur un match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais à coup sûr, il y a les 3 qui se dégagent devant et le Botswana derrière peut créer une surprise. Alors justement, allons-y, lançons nos questions. Qui est le favori? Je pose la question, mais j'ai la réponse, Hamza, évidemment, parce que c'est pas non seulement le favori de ce groupe, c'est l'un des grands favoris de la CAN, le Sénégal. Le Sénégal. Ah, j'ai eu peur. Tu m'as regardé avec un sourire, je pensais que non, le Sénégal. dire la RDC. Non, le Sénégal reste quand même à ce statut de favori qui ne veut pas dire grand-chose de toute façon en Coupe d'Afrique des Nations, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai tendance à le rappeler, et la dernière édition nous l'a prouvé, c'est la compétition quand même de l'humilité. Mais c'est vrai que le Sénégal, indépendamment de ses derniers résultats, de ses derniers matchs, de cette série aussi d'invincibilité qui était de 26 matchs jusqu'à la défaite face au Brésil lors de la trêve internationale, le Sénégal, depuis le retour du football Covid, c'est une équipe qui est quasiment imbattable, imprenable. J'ai les stats sous les yeux. Depuis le Covid, c'est 61 matchs disputés, 6 défaites seulement. 6 défaites en 61 matchs. Et sur les 6 défaites, c'est un match face à l'Égypte en barrage aller de Coupe du Monde, sachant que tu gagnes le retour et tu gagnes les tirs au but. Donc est-ce qu'on peut le qualifier de défaite? Il y a 2 matchs de Coupe du Monde face aux Pays-Bas et face à l'Angleterre. Il y a un match amical face à l'Algérie, un match amical face au Brésil. Et le tout premier match après le retour Covid, c'était un match amical face au Maroc. Donc le Sénégal, c'est une équipe aujourd'hui qui sait ne pas perdre des matchs. Après, il y a aussi une question de match nul, de séance de tirs au but. Et là, je pense évidemment aux 2 grands moments du football sénégalais. Le premier, c'était la victoire face à l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, qui est officiellement considérée comme un nul. Et puis, le 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, là aussi, officiellement considéré comme un nul, même s'il y a une élimination après une séance de tirs au but. Ousmane, qu'est-ce que tu en penses là? On en a parlé dans divers podcasts After Afrique. Le Sénégal s'impose comme un grand favori, en tout cas un des grands favoris de la CAN. Est-ce qu'on dit pareil au Sénégal d'ailleurs? Exactement, on dit pareil au Sénégal et on l'assume, même partout ailleurs. On l'assume clairement et d'ailleurs il y a cette exigence quand même du public sénégalais qui a pris goût à la victoire depuis 2021. Donc moi je pense que le Sénégal est bien huilé, surtout ils ont dépassé un cap mental depuis ce match contre la RD Congo où le Sénégal est mené 2-0. L'équipe arrive à reprendre le dessus, faire une remontada dans le stade des Martyrs qu'on connaît très très bien. Difficile, le Maroc en a fait les frais, je me rappelle pas, pour les barrages de la Coupe du Monde de l'année dernière. L'autre année. Là, tu parles du duel RDC-Sénégal, dernier match de poule, exactement, mondial. Où le Sénégal était dos au mur,
obligés de gagner pour reprendre la tête du groupe parce qu'ils avaient fait un démarrage assez poussif pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a quand même boosté la RDC depuis, qui a pris une autre dimension. Mais le Sénégal est un favori qui s'assume pleinement avec un mix de joueurs expérimentés, les Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, mais surtout la nouvelle garde qui vient un petit peu doucement, mais sûrement, avec notamment la prestation XXL de Ibrahim Mbaye, le joueur du PSG dernièrement contre le Kenya. On a vu aussi Mamadou Sarr sur une mi-temps qui est capitaine de Strasbourg et bientôt à Chelsea. Donc il y a Iliman Ndiaye aussi qui est en train de prendre le pouvoir. Donc le Sénégal, c'est un favori qui s'assume pleinement et qui a franchi ce cap mental, mais surtout commence à développer du beau jeu. Hamza, est-ce qu'on a là l'effectif, le groupe le plus complet, le plus dense des sélections de cette CAN? Il a parlé, c'était quelques noms, ronflant bien sûr, milieu de terrain exceptionnel quand même, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye non seulement, et la charnière, la défense centrale également, Koulibaly, Niakhaté qui est en grande forme avec Lyon cette saison. C'est à mes yeux, oui, l'effectif le plus complet. Il y a d'autres pays qui ont énormément de densité à certains postes, mais je trouve que le Sénégal, c'est le pays qui parvient à récolter le plus de quantité et de qualité à tous les postes finalement. Il n'y a pas vraiment de poste manquant où tu te dis si demain on commence par le gardien, tu as Mori Diao et Yehvan Diouf qui pourraient un jour suppléer une défection d'un Edouard Mendy. Ce ne serait pas gravissime je pense pour la sélection sénégalaise. Et puis pareil sur le secteur offensif, tu as Boulaye Dia, tu as Nicolas Jackson, tu as Sadio Mané, on l'a vu face au Brésil dans une position de faux neuf. Alors là c'est un autre débat, est-ce qu'il sera utilisé à ce poste? Il y a Habib Diallo aussi qui a fait son retour. Et si on fait, oui alors là je parle vraiment des numéros 9, mais si on fait ce jeu à chaque poste, en fait on se rend compte que le Sénégal a au moins tous les postes doublés. Est-ce qu'on cite encore Sadio Mané comme un grand joueur actuellement, comme un élément dominant du football africain? Du football africain, bien sûr, avec tout le background, tout ce qu'il a pu réaliser dans sa carrière, et même pour le Sénégal, parce que Sadio, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, avec ce qu'il a remporté niveau trophée, mais aussi ce qu'il a pu faire au niveau de la sélection. Il s'est montré comme un leader, il a pu véritablement tirer cette équipe. Je fais encore le parallèle du match face à la RDC. C'est le seul qui se retourne derrière tout le monde, leur dit calmez-vous, on va aller gagner ce match alors qu'on est mené 2-0. Donc pour moi, Sadio, c'est encore un leader, une légende du football sénégalais. Mais à la prochaine CAN, on verra. On verra parce qu'il y a les jeunes qui commencent à prendre le pouvoir. Tu parles de quoi? Pas celle-ci, celle d'après encore? Tu parles de celle-ci déjà. Celle-ci. Voilà, c'est intéressant. Parce qu'il y a un débat, si on fait un parallèle un peu rapide, il y a un débat au Portugal, Cristiano Ronaldo. Le débat qu'on a fait parfois dans l'after, est-ce que le Portugal joue mieux sans Cristiano Ronaldo? Est-ce que ce débat existe également au Sénégal avec Sadio Mané? Bien sûr, c'est un débat qui existe au Sénégal avec quand même beaucoup de subjectivité de la part de certains. Parce qu'on a vu dans des matchs très très difficiles où Sadio n'arrivait véritablement pas à tirer son épingle du jeu parce que ce n'est plus ce joueur explosif qui prenait la balle derrière, aller dribbler tout le monde, faire des différences. Maintenant, il a été repositionné juste derrière l'attaquant pour l'épargner un petit peu des tâches défensives, de profiter un petit peu de sa vista, mais aussi de son expérience. On se rappelle du match face à la Mauritanie, voilà, où il décante la situation. Là, récemment, il met un triplé en moins de 20 minutes contre une faible équipe du Kenya. Mais quand même, il a de beaux restes. Et pour moi, c'est juste une question de positionnement avec Pape Thiaw pour qu'il puisse tirer le meilleur de Sadio Mané. On ne dit pas, Hamza, c'est pas la CAN de trop pour Sadio Mané. Pas encore, on n'en est pas là aujourd'hui. Hein. Pour moi non. Et de toute façon, je ne cesse de le répéter, il y a une Coupe du Monde qui arrive, qui sera l'événement le plus important, je sais pas, parce qu'il a quand même remporté une Coupe d'Afrique avec le Sénégal, mais on se souvient de la malheureuse Coupe du Monde sans Sadio Mané il y a 3 ans et demi maintenant au Qatar, ou plutôt 3 ans maintenant. C'est un événement qui est censé être le couronnement ou le sommet de sa carrière internationale avec le Sénégal à Sadio Mané, et ça arrive très très vite. Donc je pense qu'on va avoir un Sadio Mané qui va monter en puissance jusqu'à la fin de la saison. Aujourd'hui, ça fait partie de ces footballeurs expérimentés qui connaissent aussi leur corps, qui savent comment le gérer. Les matchs en Arabie Saoudite, c'est pas si simple aussi à cause des conditions climatiques. Moi, je me fais pas de soucis sur non pas
l'influence d'un Sadio Mané sur 90 minutes, mais je pense qu'aux instants clés, il est encore capable de répondre au présent. Je rappelle, 16 matchs, 5 buts, 6 passes avec Al Nasser cette saison en Saudi Pro League pour Sadio Mané. Je rappelle également, parce qu'on parle de favoris Sénégal, qu'il était aussi parmi les favoris pour la dernière CAN. 8e de finale catastrophique qu'on a vécu sur RMC et pourtant le premier tour la Côte d'Ivoire. Et pourtant le premier tour, le Sénégal avait fait le travail, c'était l'une des équipes les plus impressionnantes, et même sur le match face à la Côte d'Ivoire, quand on regarde les 10 premières minutes, le but arrive très rapidement, on se dit le Sénégal va marcher sur la Côte d'Ivoire, et finalement il s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça a coûté très cher. Match nul, victoire au tir au but des Ivoiriens qui sont là au bout dans la compétition. Est-ce que vous diriez que ce Sénégal là aujourd'hui 2025 est plus fort que le Sénégal d'il y a 2 ans? Oui. Moi, je dirais c'est une équipe plus forte et surtout une équipe beaucoup plus mature. Je m'explique. L'expérience de ce match-là face à la Côte d'Ivoire a quand même fait beaucoup de bien au Sénégal, même si, après, il y a eu beaucoup de tollés, il y a eu notamment le départ d'Aliou Cissé et tout, mais c'est quelque chose qui a forgé cette équipe sénégalaise, et depuis lors, le match, quel que soit la difficulté qu'ils ont en face, ils vont se sublimer. Et d'ailleurs, on l'a vu le match amical face à l'Angleterre à domicile, où ils arrivent quand même, ils sont menés très tôt dans ce match, ils arrivent à gagner 3-1. Match face au Congo, je me répète encore 52 000 fois. Même le match face au Brésil, ils ont manqué le début de match avec des conditions qu'on connaît. Ils sont arrivés en retard et tout. Mais quand même, la deuxième période face au Brésil, on revoit une équipe sénégalaise assez ambitieuse, assez sérieuse, et surtout une équipe qui n'a pas de complexe, avec les jeunes aussi qui arrivent à prendre le pouvoir doucement. La CAN commencera pour le Sénégal le 23 décembre, 16h, Grand Stade de Tanger contre le Botswana, puis 4 jours plus tard, match contre la RDC, puis 3 jours plus tard, match contre le Bénin. Ce sera le 30 décembre. Voilà pour votre favori. Tout le monde est d'accord, je crois qu'il y a unanimité. Sénégal. Outsider, évidemment, là aussi, pour toi, c'est moins évident, je crois, pour Ousmane que pour Hamza. Non, je place quand même la République démocratique du Congo parce que c'est une dynamique qui est extrêmement positive depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. On se souvient d'un Sébastien Desabre qui, lorsqu'il arrive lors des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique 2023, c'est 2 défaites en 2 matchs avec le précédent coach qui était Hector Cooper. La RDC ne devait même pas disputer la dernière CAN. Finalement, il arrive 4 victoires en 4 matchs, ou plutôt, pour être précis, 3 victoires, 1 match nul qui se transforme en victoire sur tapis vert face à la Mauritanie. Et on se retrouve avec une République démocratique du Congo qui se retrouve immédiatement qualifiée qui fait le travail pour aller jusqu'en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et en fait, ce laps de temps, l'objectif à l'époque qui avait été donné à Sébastien Desabre, c'est de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Donc, ils ont gagné, les Congolais, 2 ans avec Sébastien Desabre, et on voit que ces 2 ans aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à la RDC déjà d'arriver avec un statut très important d'outsider, à mes yeux en tout cas très ambitieux, au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pas que de ce groupe, tu parles de la CAN, je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis si on voit plus loin, aujourd'hui la République démocratique du Congo est à 1 match de la Coupe du Monde. Et lorsque l'on regarde l'ensemble de la campagne des éliminatoires, on parle beaucoup du RDC Sénégal, mais c'est un groupe qui était compliqué, avec aussi un pays comme le Soudan, qui, on en parlera lors du podcast avec justement le groupe E et celui du Soudan. Le Soudan n'a pas de match à domicile, joue sur terrain neutre. Les matchs en Libye, c'était assez piège. Le Sénégal avait fait 0-0, justement un match très compliqué. Je m'en souviens au Soudan. Et dans un groupe extrêmement dense, extrêmement compliqué, extrêmement piégeux, même la République démocratique du Congo a réussi à tenir sur la durée, parce que je rappelle que ces éliminatoires, ils ont duré 2 ans d'éliminatoires, pour te retrouver aujourd'hui à battre le Cameroun sur 90 minutes et dominer le Nigeria sur l'ensemble des 120 minutes, et derrière victorieux de la séance de tirs au but. Donc tout ce que l'on voit aujourd'hui avec la République démocratique du Congo, avec en plus l'arrivée de certains jeunes binationaux qui dès 20 ans, 21 ans, 22 ans s'identifient aussi à cette sélection, on est en train de voir une sélection qui ne cesse de grandir. Je ne sais pas où sera la limite de la République démocratique du Congo, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la RDC est sur une trajectoire clairement ascendante. Qui jouera une finale de barrage intercontinental en mars, on l'a dit, elle sera au Mexique, soit face à la Nouvelle-Calédonie, soit face à la Jamaïque. On devrait a priori, je dis bien a priori, les voir au Mondial l'été prochain. La RDC, quand même, c'est 2 CAN dans son histoire. Ça remonte, 68 et 74. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que la RDC je vais vers Hamza aussi, est un outsider même pour la victoire
à la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, c'est une équipe demi-finaliste de la dernière CAN, donc logiquement, c'est une équipe qui devrait tenir son statut. Et comme l'a dit Hamza, c'est une équipe qui s'est renforcée avec beaucoup de jeunes binationaux, à l'image de Noah Sadiki, Oui. Ingaël Mouko. Ce sont des joueurs qui ont choisi très très tôt l'équipe de la RDC. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup dont on est en train de parler qui vont peut-être venir renforcer cet effectif. Mais moi, l'incertitude que j'ai par rapport à cette équipe de la RDC, c'est au niveau de sa défense. C'est vrai qu'il y a l'ancien Chancel Memba, il y a Axel Touanzebe, mais il y a beaucoup comment dirais-je, de facilité pour l'adversaire à se créer des occasions. Donc pour moi, s'ils arrivent à gommer ce problème-là au niveau de la défense et surtout avoir un gardien aussi qui compétit, parce qu'on se rappelle, Mpassi, c'est le deuxième gardien au Havre. Ils ont mis l'autre là, la dernière page. Fayoulou, exactement. Donc ce sont et pour arriver au bout d'une compétition, Très bon il faut gardien. avoir un très bon attaquant. Ils l'ont avec Bakambu, mais aussi il faut avoir un très très bon gardien. Bakambu, Fiston Mayele, Wan-Bissaka, on le rappelle, a rejoint très récemment également la sélection. Juste un mot sur la solidité défensive. Je suis pas totalement d'accord. Si on prend les statistiques là aussi sur cette année 2025, c'est 6 clean sheets en 10 matchs. Alors évidemment, il y a alors je sais pas si naufrage, c'est peut-être un mot très très dur, mais cette défaite en tout cas face au Sénégal à domicile, dans des conditions particulières, avec la moitié de l'équipe qui n'avait pas encore joué le moindre match en club, et notamment des joueurs clés. Mais la solidité défensive, c'est aussi ce qui fait la force de la République démocratique du Congo. Sur les barrages, on n'a pas vu le Nigeria à partir de la sortie de Victor Osimhen à la mi-temps, et même en première période, il n'y a pas eu énormément d'occasions pour les Super Eagles. Pareil, si on prend le match face au Cameroun, avec un Cameroun qui avait surpris tactiquement Sébastien Desabre, un passage à 3 derrière. Desabre l'a lui-même avoué, on ne s'est pas forcément préparé à jouer ce Cameroun-là de cette manière-là. Ils n'ont pas non plus concédé énormément d'occasions. Donc c'est une équipe qui défensivement, a montré quelques solidités assez certaines. Donc voilà, ça commencera par le Bénin pour la RDC, puis enchaînera par le Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, et pour finir le Botswana. Juste un mot sur les RDC, on rappelle la statistique, ils n'ont plus battu une équipe du top 5 africain depuis 2013, c'était un match face à la Côte d'Ivoire, puisque je rappelle que le match face au Nigeria, là aussi officiellement, Nigeria 5e au classement CAF, mais c'est match nul, puis séance de... Ah oui d'accord, parce que je t'ai entendu au commentaire dire c'est la première fois que les RDC oui, bat un top... mais sur 120 minutes... Moi je t'ai resté là-dessus quand même. Ouais, sur 120 minutes, ça fait match nul, le Cameroun était 9e au classement CAF. Top 10 en tout cas, c'est une première depuis longtemps aussi, je crois. Oui, il faut remonter 10, à quelques années. Mais à 5 ans, je crois. La stat, moi, c'est top 5 depuis 2013. Donc c'est peut-être un palier à franchir. Exactement. Clairement pour la RDC de Sébastien Desabre. Alors justement, puisqu'on parle de la RDC, le coach que vous voulez mettre en avant dans ce groupe, je rappelle les coachs dans ce groupe D, Pape Thiaw, Sénégal, Sébastien Desabre, RDC, Morena Ramoré-Boli, sud-africain, qui était à la tête du Botswana, et un homme qu'on connaît bien, Gernot Rohr pour le Bénin, qui tu l'as dit, fait une très bonne campagne de qualification pour le mondial, même si je me rappelle qu'on a reçu Steve Mounier quelques semaines, je ne sais pas si vous avez entendu ce podcast, très déçu de ne pas voir le Canada, le Mexique et les États-Unis au mondial. Ça a été pris un peu au choix tactique de son coach notamment, et aux excuses qu'il avait trouvées Gernot Rohr, avec des joueurs qui disaient presque amateurs. Donc voilà, c'était pas très bien passé au Bénin. Qu'est-ce qu'on en pense ? Quel est le sélectionneur que vous choisissez ? Tu veux parler de qui, toi ? Logiquement, je choisirais Pape Thiaw. Ça tombe bien, on n'a pas beaucoup parlé, justement. Pape Thiaw. Exactement. Pape Thiaw, c'est quelqu'un qui est un petit peu l'image de la formation des coachs sénégalais. Je m'explique. Il a commencé sa carrière dans le championnat sénégalais avec NGB Niaretay. Déjà, il tente ses premiers coups, il met une défense à 3. Quelque chose qu'on voyait rarement au niveau du football sénégalais. Il a quand même eu à tenir quelques mois avec cette équipe de NGB. Après ça, on l'a vu dans l'organigramme un petit peu de la direction technique nationale où voilà, il a pu intégrer, il a pu faire ses formations jusqu'au moment où on décide de lui faire confiance, de le mettre à la tête de l'équipe nationale locale. Les joueurs du championnat sénégalais. Et au moment où il allait au CHAN en 2023, personne ne croyait en eux. D'ailleurs, les matchs amicaux qu'ils ont fait, ils ont tous perdu. Ils ont perdu. Le premier tour, quand même un petit peu catastrophique. Une défaite, une victoire. Ils sont sortis deuxième de leur groupe et ils sont allés au bout. Pape a gagné face à l'Algérie, à domicile.
Ouais, en Algérie. En Algérie. Donc c'est quelque chose de très très difficile parce que tout le monde voyait l'Algérie gagner cette CAN et il avait fait aussi des choix forts. Par exemple, son capitaine qui était le gardien titulaire, il avait substitué, c'était Alioune Badara Fati, il l'avait remplacé par l'actuel numéro 2 du FC Metz, Pape Mamadou-Sy, qui était à l'époque à Génération Foot. L'autre, le latéral... Qui est l'académie, je le rappelle. Hein. Génération Foot, qui est partenaire du FC Metz. Qui était bientôt fini, je crois d'ailleurs, non? Non, le contrat est en cours jusqu'en 2030. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc la rupture, ça s'est fait avec l'agence Wasserman. Maintenant, ils sont représentés par Classico. Donc voilà. Mais quand même, il y a eu des... pour une petite parenthèse, il y a eu quand même des équipes anglaises et aussi même une équipe saoudienne qui voudrait récupérer ce partenariat-là. Donc voilà, c'est bien ce qui me semble. Comme on dit, on va attendre. Et voilà, Pape Thiaw avec cette équipe locale, il a montré véritablement une culture tactique avec des joueurs qu'il a révélés, notamment on se rappelle tous du Chan qu'avait fait Lamine Camara, joueur de Monaco, Papa Amadou Diallo. La plupart des joueurs actuellement ils sont à un autre niveau et quand il est venu, on l'a intégré aussi dans le staff d'Aliou Cissé, où il n'avait pas de rôle défini. D'ailleurs, je me rappelle, dans une conférence de presse, Aliou, il avait clairement dit « Ouais, Pape, il est là, mais c'est à lui de s'imposer, de montrer quelque chose. Mais rappelez-vous qu'il n'est pas mon adjoint numéro 1. Mon adjoint numéro 1, c'est Régis Bokar. » Donc, après, on l'a vu accompagner l'équipe en match amical. Je me rappelle, c'était face au Bénin, ici à Amiens, et au Gabon aussi. Voilà. Donc, il a accompagné l'équipe doucement, mais sûrement. Et au moment où on a dû remercier Aliou, on l'a boosté, on l'a plébiscité en tant que, entre guillemets, remplaçant. C'est ça. Il a montré... Presque intérimaire à l'époque. Intérimaire. Déjà, la première chose qu'il fait, il fait une tournée en Europe. Il va aller voir beaucoup de joueurs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu convaincre Yehvan Diouf de venir rejoindre le Sénégal et tout. Donc, en quelques mois... Pape a pris beaucoup de galons et surtout le premier match qu'il fait, le Sénégal a montré un autre visage avec un jeu beaucoup plus léché, beaucoup plus séduisant. Et quand on lui a posé la question, il dit moi j'étais un attaquant, donc je prône un football offensif. Donc tout ça là lui a permis aujourd'hui de rester à la destinée de cette équipe. Et il a redit juste avant le Brésil, ce style de jeu protagoniste qu'il veut insuffler à cette équipe du Sénégal, ça prend du temps, mais lui son but c'est vraiment, on se souvient des critiques qu'il avait lues parfois assez dures autour d'Aliou Cissé, justement sur le manque de style de jeu, le manque le spectacle qui n'était pas au rendez-vous de la sélection sénégalaise. Et Pape Thiaw, lui, il s'inscrit quand même un peu en rupture avec ce que propose Aliou Cissé. Et puis il a dit récemment, il prépare plusieurs systèmes pour s'adapter à chaque adversaire dès la phase de groupe et pour la suite de la compétition. Et juste une petite statistique pour confirmer un petit peu ça. Pape Thiaw, c'est l'entraîneur sénégalais qui a attendu pour avoir le plus tardivement sa première défaite. Oui. Il a eu à jouer 12 matchs pour prendre cette première défaite-là face au Brésil. Alors que Aliou Cissé, par exemple, c'était au bout de 4 ou 5 matchs, je ne sais même plus. Donc, alors qu'Aliou, c'est le numéro 2. Donc, voyez un petit peu le gap. Alors, quel est le joueur à suivre, Hamza, ton joueur? Iliman Ndiaye. Ah, Iliman Ndiaye, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose depuis plusieurs... En fait, c'est un podcast Sénégal qu'on fait là. C'est quand même, ça fait partie de ces joueurs. Moi, j'en attends beaucoup d'Iliman Ndiaye, indépendamment de ce qu'il fait en Première Ligue. Moi, j'attends toujours beaucoup plus un joueur en sélection que peu importe les performances en Europe et peu importe les compétitions, peu importe les clubs. Et Iliman Ndiaye, moi, je reste encore une fois assez choqué, non, parce que ses qualités, on les connaissait, mais l'état d'esprit, la prise de responsabilité qu'il a pris à Kinshasa lors de la victoire 3-2, où le danger venait par lui et par le jeu, c'est aussi lui qui a sonné la révolte. Donc moi j'attends beaucoup d'Iliman Ndiaye. Ton joueur révélation? Ah, pour moi? Ouais. J'allais dire Iliman, mais je dirais Pape Gueye. Parce que Pape, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est devenu le patron de ce milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. C'est le joueur
que quand tu veux véritablement dominer le milieu du Sénégal, c'est le joueur à anesthésier. Et on l'a vu face au Brésil, on lui a pas laissé jouer et ça s'est traduit sur le résultat en première mi-temps. Mais pour moi, avec la forme qu'il a avec Villarreal et tout, et le positionnement avec beaucoup plus de liberté, parce que quand Pape il joue aux côtés de Gana Gueye, qui peut faire le travail d'harcèlement, de récupération. Il a cette lucidité-là et c'est un joueur qui casse les lignes à travers ses passes, mais aussi qui peut aller balle au pied. C'est quelqu'un qui ne perd pas beaucoup de ballons. Il a cette puissance physique, mais aussi cette intelligence tactique à bien se placer entre les lignes. Pour moi, il sera le poumon de ce milieu de terrain du Sénégal, très très fourni. Hamza, ton joueur révélation, celui que tu veux voir exploser aux yeux de l'Afrique et du monde. Il y en a un qui est encore sénégalais, donc je vais le laisser de côté, c'est El Hadji Malick Diouf. Moi j'en ai deux autres, j'ai évidemment Fiston Mayele dans un rôle de joker de Cédric Bakambu, mais qui joue 20-30 minutes par match avec Sébastien Desabre, qui vient de remporter le titre de joueur interclub, donc le meilleur joueur africain évoluant Pyramide. sur le continent africain. Il a remporté la Ligue des Champions effectivement avec Pyramids. Donc j'attends beaucoup de Fiston Mayele, que l'on retrouvera aussi dans quelques jours en Coupe intercontinentale, avec peut-être un match face au Paris Saint-Germain. Ouais. Et puis un autre joueur qui pourrait exploser, c'est Junior Olaitan, le Béninois, que l'on a beaucoup vu en Ligue 2 en France, qui reste un jeune joueur de 22-23 ans, qui l'été dernier a rejoint le club de Göztepe en Turquie en Super League, où il n'est pas forcément titulaire indiscutable, mais je me dis que une bonne performance du Bénin, évidemment on va penser à Steve Mounier, mais j'attends quand même beaucoup de Junior Olaitan. Voilà pour cet épisode spécial groupe D, bien sûr. On va suivre en direct sur place l'évolution de ce groupe du Sénégal, grand favori, la RDC également, le Bénin et le Botswana. Merci d'être venu, Papa Ousmane. Merci beaucoup. Je rappelle, tu es cofondateur du compte Match 360, Instagram, YouTube et X. Merci à toi et bonne canne surtout. Merci beaucoup. À très vite. Et à très vite.